Voilà. Attends. Ouais. J'ai fait mes claps, mais j'ai pas appuyé sur enregistrer. Et là, ça enregistre, je vois le timer qui tourne. L'instant ASMR, attention. Qu'est-ce que tu bois, toi, d'ailleurs? Je bois un Tamaryokusha, donc un thé vert japonais, mais j'ai aucune info supplémentaire. Ah si, Uji Japon, et il est bio. C'est un thé vert japonais assez... Il a pas mal de goût, je m'attendais à ce qu'il soit plutôt léger et fin, et en fait, très rapidement quand même, les notes sortent, je trouve, donc il faut l'infuser très peu, 1 minute 30, 2 minutes, pas plus. Et toi, qu'est-ce que tu bois? Je bois peut-être mon thé préféré, un vieux oolong de 2003 au cœur vert mais qui a été vieilli. Et ma grande tristesse, c'est que comme il date de 2003, plus le temps passe, Oui. plus les stocks s'épuisent. Donc un jour il n'y en aura plus. Et oui, c'est le problème des millésimes au final, vu qu'ils vont vraiment être uniques et après les stocks disparaissent lentement. Mais bon, tout finit par disparaître lentement. Salut Maillot, de quoi on va parler aujourd'hui? Salut Daoro, donc aujourd'hui on va parler des catégories d'outils pour s'organiser. On a beaucoup à dire, on a beaucoup d'outils qu'on utilise ou qu'on connaît et qu'on va pouvoir un petit peu mentionner. Donc ça va être un peu du name dropping dans tout l'épisode. Ouais, alors ce que j'espère, c'est qu'effectivement, on va pas juste balancer des noms dans le vent comme ça et qu'on va pouvoir un peu peut-être détailler. C'est effectivement des outils qui sont utilisables pour s'organiser, on peut dire ça comme ça? Souvent, ça tombe dans la catégorie outils de productivité. Dans ce contexte-là, je préfère la notion d'organisation, à mon avis, parce que c'est plus... on peut s'organiser sans être productif, déjà. Tout à fait. Et la productivité, c'est quand même un mot qui est chargé, bagage, comme on dit. Il y a au minimum une petite connotation sur la productivité de « Oh là là, ces gens qui veulent faire plein de trucs pour, je sais pas, avoir plus de succès ou plus d'argent ou... C'est pas forcément le cas, hein, mais il y a ce petit côté Salut, jeune entrepreneur, sois productif avec moi et dominant le monde ». Un peu, ouais. Ce que tu disais, que j'aime bien aussi, s'organiser, ça n'a pas forcément pour but d'être productif. Par exemple, c'est bien organisé dans le gestionnaire, mais après, les choses sont pas forcément faites. Pareil, je peux avoir plein de choses auxquelles un petit peu penser parce que j'ai besoin de pas oublier ces choses-là. Ça peut être des tâches aussi simples que tiens, il faudrait que je sorte la poubelle ou que j'arrose les plantes. J'appellerais pas forcément ça être productif. Dans le langage courant, la notion de productivité, elle est encore très révolution industrielle. Telle quantité de matière passe en entrée, on a produit telle quantité de choses en sortie, et la productivité, c'est ce qui se passe entre les deux. Oui, c'est un peu... Ça n'existait pas avant et maintenant ça existe et ça a ajouté de la valeur. Sortir de la poubelle, je sais pas si ça m'a ajouté de la valeur. Il y a des gens qui justement maintenant essayent de changer un peu le mot productivité dans un sens plus personnel et qui prend en compte le fait que sortir la poubelle, faire le ménage, ça fait partie de la productivité parce que ça te permet derrière d'avoir un appart bien rangé, d'être bien chez toi, etc., etc. On va parler un peu des outils qui nous aident à être organisés. Tu as découpé ça en plusieurs catégories. Est-ce que tu peux un peu faire un état des lieux? Il y a 3 grosses catégories. Dans ma tête, il y en a 3 grosses et ensuite, il y a un peu des raffinements. Ouais. Les 3 premières, et à mon avis les plus indispensables, ça va être le calendrier, le gestionnaire de tâches et un gestionnaire de référence. Pour préciser, le calendrier, je pense que c'est assez clair pour tout le monde ce que c'est. Hein. L'avantage, c'est que quand on démarre par là, tout le monde à peu près utilise déjà un calendrier. C'est un peu souvent la première étape, on va dire. Le gestionnaire des tâches, en 2 mots, c'est un outil qui sert à faire quoi? C'est un outil qui sert à entreposer tes tâches. Une to-do list sur du papier, c'est aussi un gestionnaire de tâches. Donc c'est un peu le gros mot pour parler de tout ce qui est avoir une liste de ce que tu es censé faire. Et potentiellement, si tu as vraiment beaucoup de choses, il va sûrement falloir passer à un système, pas forcément informatique, mais au moins un système d'organisation qui va dire, ces tâches-là, je les mets là, et puis ensuite je les déplace là, et puis au bout d'un moment, elles vont être faites. Donc gestionnaire de tâches, pour vraiment résumer, hein, c'est juste une liste de choses à faire. Et puis, tu parlais aussi du gestionnaire de référence. Qu'est-ce que c'est, ces gestionnaires de référence? Le gestionnaire de référence, c'est là où on va mettre toutes les informations qui ne sont pas actionnables. Un petit cahier pour prendre des notes, par exemple, c'est un gestionnaire de référence. Voilà. Des fois aussi, c'est le client mail, en fait, je réalise. Quand on reçoit des billets d'avion ou des choses comme ça, on va les mettre dans un dossier spécifique. Ça peut être considéré comme un gestionnaire de référence. Souvent, c'est l'information aussi qu'on va avoir besoin dans une tâche.
Pour continuer le tour des catégories, avant qu'on rentre un petit peu plus dans le détail des différents programmes, donc toi tu disais les 3 principaux pour toi, c'est calendrier, gestionnaire de tâches, gestionnaire de références. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme catégorie d'outils aussi? Les outils de capture. Donc ça, c'est quelque chose souvent qu'on n'a pas consciemment. Ensuite, donc, on avait les outils de communication. Et ensuite, tout ce qui est partage de fichiers, documents partagés. Il y a des outils qui font un peu tout et il y en a qui sont séparés. Donc, on a séparé les 2 catégories. Le tout dernier, c'est un peu la catégorie des outils qui font tout. Il y a des outils qui font l'intégralité de ces choses-là et donc on les a un peu mis à part. C'est des tout en un. Ce qui est à noter, c'est que certains programmes logiciels peuvent fonctionner à plusieurs endroits, dans plusieurs catégories. Typiquement, un simple outil d'écriture de texte le plus basique possible, c'est pas forcément le truc le plus idéal, mais pourrait servir de gestionnaire de tâches, peut servir de gestionnaire de références, peut servir d'outil de capture. Ça a une fonction très simple de juste écrire du texte, mais en fait on pourrait l'utiliser dans différents contextes. Et puis à l'inverse, il y a des outils qui sont extrêmement spécialisés dans juste une tâche et qui font qu'un truc très particulier. Et puis au final, il y a les outils un peu mastodontes qui font couteau suisse de on fait un petit peu de tout, comme ça on a tout dans le même logiciel au lieu d'avoir des logiciels spécialisés. Ouais. Faisons le tour un peu de ces différents logiciels justement. Pour le calendrier, vu que c'est la première catégorie que tu as mis, je pense que ce qui va venir le plus facilement aux gens, c'est l'agenda papier que les gens pourraient avoir. Je sais pas si c'est encore ultra populaire, mais quand même, ça reste un truc qui est très vendu. Et puis autrement, niveau logiciel, à quoi tu penses ou qu'est-ce que tu utilises aussi, toi? Mon système, c'est macOS et j'utilise le calendrier par défaut. C'est mon seul outil de calendrier synchronisé sur mon téléphone. L'intérêt du calendrier, c'est surtout de mettre les tâches qui ont une plage horaire définie. Ça paraît bête à dire, mais certaines personnes, ou moi, dans certains contextes, je vais l'utiliser pour mettre une deadline. Ouais. Mais uniquement si la deadline est un peu accompagnée d'un événement. C'est-à-dire si on finit un projet et que cette date-là, c'est la deadline, et puis il y a une journée, par exemple, qui est dédiée à vraiment à faire, je sais pas, de la communication, à être disponible au cas où il y a un problème ou des choses comme ça, je vais le mettre dans le calendrier. Mais si la deadline, ça va juste être il faut que j'envoie tel document administratif avant telle date dans mon gestionnaire de tâches. C'est justement des choses qui m'intéressent un petit peu sur comment tu fonctionnes. J'aurais pas mal de questions à te poser là-dessus. On aura l'occasion de faire un épisode sur plutôt la gestion des tâches et l'organisation à ce niveau-là. Pour ma part, le calendrier, j'utilise aussi le calendrier Apple comme support visuel, disons. Par contre, le moteur du calendrier, c'est un cloud personnel en fait, qui va stocker les informations affichées par le calendrier Apple parce que je suis sur des machines Apple et c'est ça qui s'affiche. Le petit avantage, c'est que si demain je décide de changer de système pour passer sur du Windows ou Android, j'ai toujours mon Nextcloud qui est derrière. J'ai qu'à aller reprendre ces données-là et c'est déjà prêt. Pour finir sur les calendriers, ça me vient à l'esprit là maintenant, c'est un domaine où il y a étonnamment pas trop de diversité et de compétition très avancée là-dessus. En tout cas, pour les besoins de base, j'ai l'impression que toutes les applications qui peuvent exister sur l'affichage du calendrier, c'est un peu la manière de comment on peut facilement avoir une vue d'une semaine ou de mois ou de liste à venir et éventuellement la gestion des fuseaux horaires. Mais sur la source même des données, j'ai l'impression que ça reste assez simple en fait. Par rapport au gestionnaire de tâches où effectivement il y a 1000 manières de gérer tout ça. Oui, le calendrier, c'est assez établi, on va dire. Comme tu dis, les seules choses qui différencient les applications, ça va souvent être des fonctionnalités en plus, type j'ai en tête une application qui s'appelle Fantastical, dont la fonctionnalité en plus principale, c'est que elle comprend extrêmement bien quand tu écris. Donc tu écris vite fait aller chez le médecin, telle rue, le 2 avril à 18h, et puis elle va automatiquement créer l'événement basé sur ce que tu écris. C'est son différenciateur principal. Un autre cas, c'est, je pense, l'intégration du calendrier, mais dans ce cas-là, dans autre chose, pour permettre de gérer des invitations un petit peu automatiques, ce genre de choses-là, quoi. Mais là, j'avoue que, comme je travaille à distance, mais pas vraiment en équipe, j'ai pas assez besoin là, donc c'est pas des choses que je connais beaucoup. Ouais, moi non plus. On a une application de calendrier partagée dans mon travail, mais c'est tout à fait basique. Donc, on envoie des invitations d'une personne à l'autre et puis c'est tout. Il n'y a pas forcément des fonctions de création de réunion pour trouver la date la plus optimale entre 50 participants. Je crois que c'est des choses qui existent, mais là, j'avoue que ça dépasse mes connaissances. Oui, ça existe. Faut en avoir le besoin, quoi. Nous, dans notre cas, c'est pas utile.
Pour l'autre catégorie alors, des gestionnaires de tâches, qu'est-ce qu'on a un peu comme gestionnaire de tâches connu et courant et lequel tu utilises? C'est là où la jungle commence. Ouais. Contrairement au calendrier, il y a des gestionnaires de tâches quasiment autant que d'individus sur Terre. Je sais pas. Je pense. Mais presque. En ce moment, donc, j'utilise OmniFocus qui contient tout, beaucoup trop de choses même potentiellement. Pour les auditrices et auditeurs, si vous n'avez jamais utilisé de gestionnaire de tâches, faut pas commencer par OmniFocus. C'est pas forcément l'appli la plus abordable. En ergonomie, etc., elle est extrêmement bien, hein. Il est très bien pensé, mais c'est un outil qui a beaucoup de fonctionnalités et qui est assez avancé en fait. Donc c'est pas forcément le premier outil à utiliser. Ouais. Donc ça c'est vraiment pour mes tâches courantes et pour aussi un peu mes habitudes, tout ce qui est tâches récurrentes, etc. Je vais en mettre une partie dans OmniFocus. Celles qui sont pas trop sensibles au temps. Sinon, pour des rappels un peu plus sensibles au temps, je vais utiliser Due, D-U-E, qui est une appli iOS et qui, elle, ne fait que des rappels. D'accord. Je l'utilise en fait pour deux choses. C'est pas le cas en ce moment, mais si j'ai besoin de prendre un médicament ou quelque chose comme ça, je vais mettre des rappels dans Due parce que c'est une appli qui va me pinguer toutes les 5 minutes jusqu'à que je fasse la chose. Enfin, ça se règle, hein, ça, mais pour un médicament, par exemple, c'est le type de réglage que je vais faire. Je vais mettre un rappel à telle heure, je sais pas, et puis toutes les 5 minutes, elle va me renvoyer une notification, me renvoyer une notification jusqu'à que je valide la tâche. Donc ça, c'est plus pour les rappels et pour former des habitudes aussi, que je vais utiliser ça. Et ensuite, en commun, dans mon couple, on utilise Notion, qui est un peu une appli tout en un et qui fait entre autres des to-do. Et pour certains projets qu'on a en commun, on va utiliser cette appli-là. Mais c'est vraiment pour des projets très définis. Typiquement, la gestion de notre appart. Dedans, on va mettre des to-do un peu liés à ça pour se partager les choses. Mais après, généralement, chacun de nous, on va ensuite rapatrier ce to-do dans notre système et c'est uniquement quand il sera fait qu'on va retourner dans Notion. Là aussi, je suis impatient de te questionner un petit peu plus sur ta manière de fonctionner là-dessus dans un épisode dédié. Comme gestionnaire de tâches un petit peu courant, en fait, il y en a 2 déjà qui sont trouvables avec les systèmes d'exploitation qui arrivent livrés par défaut. Pour les ordinateurs et les téléphones Apple, on a Rappel, juste une liste toute simple avec des petites croix à cocher. Et on peut dire quand on a fini les choses et voilà. Et sur Windows, il y a Microsoft To Do. T-O-D-O, hein, c'est en anglais. C'est pareil un petit peu, hein, on fait un peu ces listes de tâches et puis on peut cocher tout ça. Sur Android, je sais pas trop ce qu'il y a par défaut par contre, ça je connais un peu moins. Peut-être que ça s'appelle Google Task. Traduit en français Google Tâches, je ne sais pas. Pour ma part, j'utilisais au tout début Todoist parce que j'avais un système mix macOS comme système fixe et j'avais un Android comme système de téléphone et du coup il me fallait une application qui soit compatible avec tout ça. Puis l'avantage de Todoist, la version de base est gratuite donc ça m'a permis de démarrer un peu avec ces systèmes, mais il y a quelques petits trucs qui n'étaient pas le plus approprié pour moi donc j'ai changé pour Things depuis que j'ai un téléphone Apple aussi car Things est uniquement disponible sur les produits Apple. De nouveau il me satisfait pas pleinement mais voilà il y a quelques petites choses que je préfère à Things par rapport à Todoist donc j'utilise ça pour l'instant. Comme autre gestionnaire de tâches qui peut peut-être aussi être un petit peu connu, on a quelque chose basé sur la méthode des tableaux Kanban, donc Trello, c'est le représentant le plus courant. Si on n'en utilise pas, pour démarrer, il vaut mieux utiliser celui qui vient avec sa machine, à mon avis. Apple Rappel ou bien Microsoft To Do ou sur Android, donc on disait il y a sûrement quelque chose de Google et qui du coup va être aussi disponible partout via l'interface web. Faut pas à mon avis trop réfléchir initialement si on n'en utilise pas déjà, faut en prendre un qui est gratuit et puis essayer, voir comment ça marche, voir qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui plaît pas. Et une fois qu'on a un peu une idée de comment marche un gestionnaire de tâches et qu'est-ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas dans son gestionnaire de tâches, à ce moment-là on peut aller chercher quelque chose d'autre. Mais il faut démarrer simple. Sur comment démarrer un gestionnaire de tâches, on aura l'occasion de rentrer dans les détails, mais ne pas oublier le fait que du papier, c'est aussi quelque chose qui fonctionne très bien. C'est recommandé par plein de gens d'ailleurs. Moi j'avoue que c'est pas ce qui me convient le mieux, mais on en reparlera. On va en reparler parce que sur ça, je suis en train de lentement remigrer vers du bullet journal. Ah, très bien. Donc ça aussi, c'est un bon système initial. C'est simple à utiliser et puis ça demande un carnet et un crayon, ou alors des feuilles de papier et un crayon, ce qui est globalement disponible partout. Comme catégorie supplémentaire, donc on avait les gestionnaires de référence. Pour faire très simple, donc c'est un dépôt de notes. On va juste prendre des notes qu'on aimerait pouvoir retrouver par après. Pareil, du papier, c'est très bien. Autrement, livré par défaut sur Apple, par exemple, il y a tout un système de Apple Notes.
Sur Windows, OneNote qui est là par défaut pour prendre ses notes. Très très connu aussi, il y a le grand Evernote que beaucoup de gens utilisent, qui est un peu un des premiers qui a eu un grand succès, je pense. Oui. Et puis comme truc plus récent, il y a des choses peut-être comme Notion, Bear, Roam. Toi, qu'est-ce que tu utilises un petit peu ? J'ai démarré mon premier vrai système de référence où j'en avais vraiment qu'un seul et je mettais tout dedans et j'évitais d'avoir des choses un peu partout, c'était Evernote. Ouais. J'ai toujours beaucoup de choses dans Evernote, mais entre-temps, j'ai migré 2 fois. J'ai utilisé Bear pendant pas mal de temps, que j'utilise toujours sur mon téléphone. Et là, en ce moment, mon système principal, c'est OrgMod. D'accord. Qui est un système pour nerds, je dirais. C'est pas inabordable comme logiciel, c'est juste que c'est basé sur du texte pur, donc c'est quand même assez austère. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout informaticiens ou autres et qui utilisent OrgMod, donc c'est que ça doit être abordable pour d'autres. Mais c'est pareil, c'est pas quelque chose. Si on me demande, j'ai besoin d'un système de notes, qu'est-ce que tu me conseilles ? C'est pas OrgMod qui va me venir en tête tout de suite, c'est plutôt Evernote. Et pareil pour les références, donc pour les projets qui sont les projets que j'ai en couple, on utilise Notion aussi. Je suis bêtement actuellement sur Apple Note, qui est le système par défaut, parce qu'il se synchronise bien. Avant, j'utilisais Simple Note, qui est vraiment juste quelque chose de texte. Il est très minimaliste et c'est ce qui me plaisait. Mais j'ai eu rapidement un petit manque de fonctionnalités, comme pouvoir faire des dossiers qui sont facilement accessibles. Ouais. Et puis la possibilité éventuellement aussi de pouvoir mettre autre chose que du texte, genre des images ou lier des choses comme ça, que Simple Note ne fait pas. Je pense que c'est un outil qui est vraiment très très bien, mais c'est juste qu'il convenait plus à mes besoins, donc je suis passé sur Apple Notes. Je suis toujours pas 100% convaincu, je suis encore à la recherche d'un truc qui me conviendrait mieux, qui réponde à plus que mon besoin de mettre du texte et de pouvoir faire des références croisées. Là aussi, on a au moins un épisode à parler un peu de ça, je pense, et je vais essayer plein de logiciels ces prochaines semaines, parce que bon, j'aimerais autre chose, quoi. Pour démarrer, il vaut mieux un système qui puisse accueillir n'importe quel type de données, parce qu'on sait pas encore comment on va s'en servir. Je pense que la plupart des gens maintenant ont forcément des images un peu qu'ils veulent garder, ou même de l'audio potentiellement, ou des documents Word, PDF. Donc oui, Apple Note si vous avez macOS, et sinon si vous voulez quelque chose qui synchronise absolument partout, Evernote, OneNote de Microsoft aussi fonctionne partout, il me semble. Apple Note et sauf erreur OneNote aussi ont l'avantage quand même d'être gratuits. Je mets des petites guillemets à gratuit dans le sens où il y a certainement une limite de taille de document, de stockage. Pour débuter en tout cas, ça ne sera pas un problème cette limite-là. Pour Apple Note, la limite c'est la limite de son iCloud, si je dis pas de bêtises, non ? Exact. On peut l'utiliser hors d'iCloud aussi, Apple Note, il me semble. Mais après, on perd la synchronisation, donc tout dépend de ce qu'on va vouloir faire aussi. Plein de questions que moi, je vais continuer à me poser et que je vais te poser pour savoir un peu ce que tu utilises et quelles solutions tu as trouvées. Tout ça aussi à venir dans cette série d'épisodes qu'on va avoir sur notre manière de travailler et de s'organiser comme ça. Si je résume un petit peu, l'outil de capture, il est là pour accueillir quelque chose sur lequel on est en train de penser maintenant et qu'on va classer par après. De nouveau, peut-être du papier. Quoi d'autre, autrement ? Toi, qu'est-ce que tu utilises comme outil de capture, par exemple ? Pendant très longtemps, et en fait jusqu'à que j'ai un iPhone, j'utilisais un cahier. J'avais toujours sur moi un mini cahier là, qui tient dans la poche. Il faisait 5 cm sur 8, quelque chose comme ça. En gros, la taille de ta main, quoi. Ouais, voilà. Et maintenant, mon application de capture, si c'est une tâche à faire, ça va être OmniFocus. Il y a un raccourci clavier qui pop une fenêtre et puis hop, on peut vite fait mettre la tâche et ça ira dans son inbox. Si c'est plus une réflexion, une idée qui sera pas forcément une tâche à faire, c'est Bear dans mon cas, donc sur mon téléphone. Si je suis sur mon ordinateur, si c'est une idée, des réflexions, des choses comme ça, je vais directement les mettre dans mon outil de référence. Je sais que ce sera au bout d'un moment développé. J'ai pas vraiment de truc de capture très bien fait aussi, il faut que je planche un peu sur ce genre de choses-là. J'ai juste une note dans mon système de notes qui s'appelle Dans l'instant, que je remplis, que des fois je vide pas trop par contre, c'est un petit peu le problème. Après, comme autre système, effectivement tout ce qui peut accueillir du texte, ça peut être pas mal. La capture, on l'a mis dans une catégorie secondaire, mais quand plus tard on parlera de système, c'est à mon avis la première chose à mettre en place. Okay. Parce que c'est ce qui entraîne son cerveau à dire les tâches, c'est pas dans ma tête, c'est dans un outil externe. Parce que du coup, à chaque fois qu'on a une idée, à chaque fois qu'on a quelque chose, on va la noter, on va l'écrire, on va l'externaliser et ça entraîne le cerveau en fait à ne plus
tenter de stocker cette information en continu, parce que c'est ça qui pose problème souvent. Un bon exemple de ça, je vais prendre ma liste de courses. Combien de fois, soit moi tout seul, soit dans mon couple, on a pensé à tiens, il faudrait qu'on achète ça, puis ça reste juste dit comme ça, puis on l'a en tête, hein. Mais après on l'oublie en fait. Maintenant c'est systématique, dès qu'un de nous deux dit tiens, il faudrait qu'on achète n'importe quoi et qu'on y pense, tout de suite on le note, comme ça au moins ça sera pas oublié. Voilà, oui. Et puis on va pas non plus dédier des ressources à faut pas que j'oublie d'acheter de la moutarde, vraiment faut pas que j'oublie d'acheter de la moutarde, et du coup on a oublié d'acheter autre chose. Ensuite, donc, on avait les outils de communication. Bon, ça, la plupart des gens utilisent déjà un client mail, WhatsApp, le téléphone, tout simplement, les SMS. Les mails qui, l'air de rien, restent quand même un grand standard qui fonctionne, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'absolument vouloir aller chercher des logiciels de communication compliqués. Les mails, ça peut très bien marcher. Le vrai problème, c'est pas vraiment de trouver l'outil qui est le plus adapté, c'est plutôt la méthode pour bien faire les choses. Si les mails, ça peut fonctionner pour tout le monde, envoyer des chaînes de mails à 50 personnes tout le temps, on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, c'est pas le meilleur des moyens. Ce qui est pareil en disant tiens, j'ai trouvé ce super outil de communication par équipe, ça ne marche aussi que si c'est bien utilisé. L'outil, il est juste là pour aider. Un outil mal utilisé, il peut avoir toutes les fonctionnalités qu'on veut, etc. S'il est mal utilisé, ça va avoir aucun avantage. Personnellement, pour la communication, là, je travaille très peu en grande équipe. Je peux éventuellement avoir des relations avec un secrétariat qui organise des choses, mais c'est plus ou moins tout. Donc moi, je reste beaucoup sur les mails. Autrement, quand il y a le besoin de faire une visioconférence ou une conférence audio, Jitsi, un petit logiciel web. Le petit avantage, c'est que du moment qu'on a un navigateur internet, on va sur un site qui utilise Jitsi, comme par exemple jit.si. Et voilà, tous les participantes et participants, on leur donne la même adresse après, il y a un nom de salon. La caméra, la vidéo s'affiche chez tout le monde qui en tout cas l'active. Le son est là chez tout le monde. Il n'y a rien à faire, pas de logiciel installé, tout marche, tout est prêt. Ouais, c'est le gros avantage de Jitsi, quand même très facile à utiliser. Pas besoin de faire des comptes utilisateurs. Si on veut vite fait faire une vidéoconf, on envoie un lien à tout le monde et puis pof, tout le monde est là. Ouais. Après, dans les communications, on en a déjà parlé avant, donc on va pas s'étaler, mais il y a le logiciel de chat, Slack, Mattermost, mais là, donc du coup, c'est plus pour s'il y a un petit groupe avec qui on a envie de communiquer en instantané par texte. Ce type d'outil, c'est un peu, ça va dépendre du travail qu'on fait, ça va dépendre des projets qu'on a, mais le plus commun, ça va être l'email, à mon avis. C'est un peu quand même toujours la première étape, j'ai l'impression, si on va contacter quelqu'un de nouveau, maintenant, j'ai l'impression que c'est souvent par email. Ouais, parce que justement, c'est facile et universel. Et c'est, disons, le plus petit dénominateur commun. On a presque la garantie que tout le monde a ça, quoi. Souvent, l'email lui-même est moins privé qu'un numéro de téléphone, j'ai l'impression. Mon numéro de téléphone, je ne vais pas le donner à tout le monde, alors que mon email, il est sur mon site internet. Dans les autres catégories d'outils, puis là on va vraiment survoler très vite, il nous reste les histoires de partage de fichiers et de documents partagés. La petite nuance, c'est que le partage de fichiers, c'est peut-être simplement pour envoyer des fichiers volumineux à d'autres gens. Des choses comme Dropbox, sur lequel on va stocker ces gros fichiers qui seront accessibles à tout le monde, ou bien s'il faut que ce soit envoyé à quelqu'un d'inconnu, des choses comme WeTransfer, SwissTransfer, Firefox Send, où on va juste déposer un gros fichier quelque part qui sera téléchargeable. Puis donner un lien, et hop. Et puis en équipe, Google Drive, iCloud, OneDrive pour pouvoir stocker ça en commun. Chose intéressante que j'ai découvert récemment sur iCloud, n'importe quel fichier que tu aurais dans iCloud, tu peux aussi créer un lien pour n'importe quel fichier, n'importe quelle photo, envoyer ce lien à quelqu'un et il peut récupérer le fichier sans avoir de compte iCloud. Ah, très bien. J'ai découvert ça récemment, donc des fois ça peut être utile. Sauf erreur, on peut aussi le faire avec Google Drive parce qu'on peut faire un lien de partage public, et OneDrive, j'utilise que pour moi en fait, je stocke des choses dessus. Je fais jamais de partage avec, mais j'imagine que c'est aussi une fonctionnalité. Donc on a les documents partagés où là c'est plus Google Doc qui est sûrement le plus connu. Oh, quoique Office 365 aussi. Oui, Office maintenant, c'est vrai. Ouais. Ce qui permet du coup à plusieurs personnes de travailler sur le même fichier en collaboration, où on peut suggérer des modifications, etc. quoi. Un truc qui est pas très connu mais qui est quand même pas mal, c'est Etherpad ou Framapad pour les gens qui seraient un peu plus francophones. Est-ce que tu pourrais juste dire en 2 mots ce que c'est ? Du coup, c'est un peu un Google Doc minimal, on va dire. Très minimal, ouais. Je l'appellerais comme ça, c'est vraiment comme Google Doc, donc on peut être plusieurs en simultané à changer le document, mais il va pas y avoir autant de fonctionnalités de mise en forme de texte. Export, je crois que maintenant il y a un peu plus, mais je pense pas qu'on puisse exporter vers des documents Word par exemple, alors que Google Doc on peut. Si on a besoin d'un
d'un coup d'avoir un document partagé dans un groupe vite fait. On lance Etherpad, il n'y a pas besoin de compte, on récupère une URL, on envoie ça à tout le monde et puis hop, tout le monde peut écrire dedans et puis c'est parti. Son seul petit défaut, à mon avis, à Etherpad, que vous pouvez d'ailleurs accéder rapidement via framapad.org, par exemple. Son seul petit défaut, c'est que c'est pas très accessible sur mobile. Il y en a que des vraiment accessibles sur mobile, même Google Doc. J'ai jamais utilisé sur mobile, même pas sur iPad, donc je peux pas dire. Selon la mise en page, la lecture peut fonctionner. Par contre, non, collaborer avec, c'est... Je veux pas dire que c'est impossible, mais c'est vraiment pas agréable du tout. Ok. On a fait un peu le tour de ces différentes catégories. Il reste juste 2 logiciels que j'ai notés et trouvés qui font un peu tout ça en même temps. On a Basecamp et Jira qui servent en même temps de gestionnaire de tâches, de calendrier, de notes, de références. On peut communiquer un petit peu avec. T'en as d'autres? Parce que moi j'ai vraiment trouvé que ces 2-là. Bah, il y a Notion du coup, parce qu'il y a tout un système de gestion de tâches. On peut même faire des Kanban boards. Il y a tout un système de calendrier aussi. Basecamp et Jira sont plutôt tous les deux orientés groupe, mais récemment Basecamp a un plan personnel où si on est tout seul à l'utiliser, c'est gratuit, c'est ça? Exactement. Il doit y avoir quelques petites limitations de taille et de stockage, mais pour commencer, rien de bien grave. Le temps d'atteindre la limitation, il faut déjà y aller un petit moment quand même. Possible, ouais. Et Notion n'a plus de limitation dans les comptes gratuits aussi maintenant, c'est ça? Il y a des limitations sur le côté collaboratif, mais pour soi, en termes de limite de stockage, on n'est pas trop limité. Clairement, Notion, pour moi, c'est un outil qui m'attire beaucoup, que j'ai pas encore pu essayer, mais qui fait partie des outils à surveiller. Ça a vraiment l'air d'être très bien, quoi. Toi, tu l'as utilisé un petit peu plus, mais je sais pas si t'as un avis un peu comme moi ou... Alors moi, je l'utiliserai pas comme unique outil. Je suis pas fan de toute façon des outils tout en un, mais par contre pour certains projets, oui, c'est un outil qui a énormément de sens. Pour Notion, moi je l'utilise que sur certains projets précis où j'ai à la fois besoin de données structurées et de données non structurées. Les données structurées, ça peut être par exemple une liste de contacts avec les emails, le nom, prénom de la personne, etc. On peut avoir un mix de tableurs, de références non structurées, idées, notes rapides, etc. Pour avoir un peu ces différentes fonctionnalités dans un seul et unique projet, c'est un outil qui fonctionne très bien pour ça. Donc là, on a fait la liste des différentes catégories auxquelles on a pensé. On a listé un petit peu les différents outils qu'on avait là-dedans et ce qu'on utilisait. Pour conclure, juste faisons le tour de quel type d'information on va utiliser pour quel outil. Quelle est ta vision de tout ça, globalement en tout cas? J'ai j'appelle ça des règles, mais c'est pas strict, dans le sens où le calendrier, c'est ce qui est actionnable et qui doit être fait dans une certaine plage horaire. Un meeting, de telle heure à telle heure, on est plusieurs, ça va dans le calendrier. Quand tu parles de actionnable, juste pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, qu'est-ce que tu entends par là? Qu'est-ce qui est actionnable et qu'est-ce qui n'est pas actionnable? Actionnable, du coup, c'est il faut faire une action liée à cet objet. Un meeting, l'action, c'est d'aller au meeting. Un rendez-vous avec quelqu'un chez le médecin ou autre, c'est d'aller au rendez-vous. Ouais. Donc, il y a une action à faire. Si l'action est vraiment liée à une plage horaire définie, c'est l'outil où il faut mettre ça, c'est le calendrier. Si l'action n'a pas de notion de temps, ou alors juste une deadline, moi, je vais le mettre dans mon gestionnaire de tâches la plupart du temps. D'accord. Comme je disais au tout début, dans le calendrier, des fois, j'ai des deadlines, mais c'est des cas particuliers. Et après, dans les références, c'est tout ce qui est non actionnable, donc tout ce qui n'a pas d'action vraiment liée. Et ça peut être aussi des idées. On pourrait se dire une idée c'est actionnable, oui, parce que je pourrais à la longue la réaliser, mais tant qu'il n'y a pas de prends ça, fais ça, pour moi c'est non actionnable. T'as l'idée de construire une cabane de jardin, par exemple. Tu vas mettre ces idées-là et même dérouler des actions que tu aurais à faire dans plutôt tes références. Alors que le moment où tu vas commencer à construire ta cabane de jardin, dans ce cas-là, tu vas plutôt le mettre ça dans ton gestionnaire de tâches. Dans les références, en fait, dans le cas d'une idée, ça va servir à faire grandir l'idée, voir est-ce que je vais vraiment faire ça, ou si on prend l'exemple de la cabane, si je suis sur Internet et puis que je vois une photo de cabane que j'aime bien, je vais l'ajouter dans les références et puis au fur et à mesure, l'idée, elle va s'étoffer. Et au bout d'un moment, peut-être qu'elle sera suffisamment étoffée et je serai suffisamment intéressé pour me dire, ça, c'est plus juste une idée, c'est un projet. Et maintenant, il y a des vrais next action. Des vraies actions à suivre. Des vraies actions. Et par exemple, alors il faut que je définisse quelle est la taille de la cabane et du coup combien de mètres cubes de bois je vais avoir besoin. Ça devient une vraie action. Dans quelque chose qui est actionnable aussi, il y a un verbe d'action dedans. Faire ça, rechercher ça, écrire le document.
Et toi? Qu'est-ce que je vais mettre où? Tout ce qui est des choses auxquelles j'ai envie de penser, qui participent à la réflexion. Tout ce qui est documentation, ça se retrouve dans mon gestionnaire de notes. Ce qui part dans mon gestionnaire de tâches, c'est effectivement les choses que j'ai à faire parce qu'il faut que je les fasse au minimum une fois ou alors parce qu'il faut que je les fasse aujourd'hui ou demain ou dans 2 semaines. Ouais. La petite difficulté que j'ai encore, ça peut être si je prends quelque chose comme remplir ma déclaration d'impôt. Est-ce que je mets tout dans mon gestionnaire de tâches, mais il y a un moment où ça va arriver dans mon gestionnaire de tâches qui est pas forcément le moment approprié où je peux remplir ma déclaration d'impôt. Peut-être j'ai pas encore reçu tous les documents parce que je dois attendre sur des choses extérieures qui me soient livrées. Puis en même temps, me mettre ça dans mon agenda, qu'est-ce que je mets vraiment? Parce que ça peut être la date limite, mais du coup, je sais pas forcément quand est-ce qu'il faudrait que je commence. C'est encore des choses où pour moi, c'est pas très très clair. Pour l'instant, j'essaye de garder mon calendrier uniquement pour des choses comme des rendez-vous. Comme ça, je suis sûr que là, j'ai que ça. C'est aussi des choses auxquelles il faut que je réfléchisse un petit peu pour simplement peut-être mieux voir comment je peux organiser les choses dans mon gestionnaire de tâches à base de rappels et ce genre de choses-là. Hein. Mais c'est pas toujours très facile de trouver ce qu'on veut mettre où pour que ce soit efficace. Puis il faut essayer des choses aussi. La manière que j'ai de m'organiser, elle n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle a été construite avec des essais, avec des choses. À un moment donné, j'utilisais que mon calendrier pour tout. Je sais pas s'il le fait toujours, mais à l'époque, le calendrier d'Apple, il y avait une sidebar to-do. Et on pouvait avoir les to-do là, en plus du calendrier à gauche. Donc du coup, j'avais tout là-dedans. Puis ça marchait, mais ça a marché dans mon cas jusqu'à une certaine limite. Non, je pense qu'ils ont dû déplacer ça dans... Ça a dû, bouger dans Rappel maintenant. Dans Rappel. Après, c'est juste des manières de s'organiser. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens pour qui ça fonctionne très bien, mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi des limites là-dessus. Et d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose qu'on aurait dû dire en début d'épisode, mais en soi, si la manière dont vous vous organisez marche bien, il n'y a pas de raison de la changer. Oui, c'est vrai. Tant que ça marche... Le principe, c'est... Nous, on expose des choses parce qu'on a fait plein de recherches sur ce sujet, mais sinon, si ça marche déjà bien, c'est parfait. Vous avez fini. Vous n'avez plus qu'à faire. Je suis toujours un petit peu curieux quand même de voir ce qui existe pour éventuellement améliorer des choses. Mais je cherche aussi à améliorer des choses parce que je considère que j'ai effectivement pas trouvé le système idéal qui fonctionne absolument bien pour moi. Je connais des gens qui fonctionnent uniquement à base de post-it. Pour moi, c'est impossible. Je perdrais les post-it tout le temps ou j'aurais du bordel tout le temps. Voilà. Mais je sais que ça marche très très bien pour eux et ça m'impressionne parce que j'aimerais bien avoir la simplicité qu'ils ont en fait de juste avec des post-it réussir à tout faire. J'ai énormément de respect et je suis très épaté par ces personnes-là. Il y a une application qui s'appelle todo.txt, donc todo.text. Le principe, c'est on a un fichier texte dans lequel on met tous ces to-do, et puis voilà, simple, basique. Et puis il y a une petite application par-dessus pour y accéder un peu facilement, mais sinon, on a juste à ouvrir le fichier texte et c'est juste du texte comme ça, et puis ça marche. Je connais quelqu'un qui utilise que un fichier texte pour tout ce qu'il a à faire, et puis voilà, pour lui, ça marche bien. Donc dans ce cas-là, il y a évidemment aucune raison de changer. Tous ces logiciels, au final, ils sont juste là pour nous aider à utiliser des systèmes, soit à les utiliser, soit à les mettre en place. Et le plus important, c'est justement la manière dont on va faire les choses. Ce qu'on utilise pour le faire, finalement, c'est pas forcément le plus important. Avant-première des épisodes à venir, on va pouvoir parler de gestionnaire de tâches, d'organisation entre ce gestionnaire de tâches et des agendas, la manière dont on va noter des choses pour conserver nos idées et de parler des composantes d'un système, justement. J'ai plein de questions pour toi. Parfait, plein d'autres épisodes prévus. Oula, attends. J'étais en train de parler, mais j'ai touché un truc et puis j'ai vu plein de bruits parasites. Il va falloir peut-être... Attends, que je déplace ça. C'est mieux, comme ça, j'y toucherai pas sans faire exprès. Qu'est-ce que je disais ? Alors attends, je vais juste faire une marque audio. Genre, je vais crier dans mon micro. Voilà. Ça, j'espère que j'ai un pic suffisant pour faire la séparation.